Je m'appelle Nina Ramen. En 3 ans, j'ai emmené mon entreprise de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce que je pensais être difficile sur ce chemin, c'est vendre mon produit, manager des équipes et apprendre la finance. En réalité, ce qui a été difficile, c'est la solitude. Parce que quand on est dirigeante, plus on monte et moins on a le droit de montrer ses doutes. On a une équipe qui compte sur nous, on a des clients à servir et on a des fournisseurs avec qui négocier. Et les seuls endroits que j'ai trouvés où il y avait des personnes comme moi, c'était des boys clubs. Des lieux où il y avait que des hommes qui venaient m'expliquer mon propre travail et qui comprenaient absolument rien à ce que je vivais. Alors depuis 1 an, chaque mois, j'organise des dîners d'entrepreneuses. Je sélectionne 2 entrepreneuses de haut niveau qui viennent chacune avec une problématique. Et pendant une soirée, on s'aide les unes et les autres sur nos business. C'est ce qui m'a permis de prendre les meilleures décisions pour mon business. Alors ce podcast n'est qu'un prétexte pour avoir encore plus de ces conversations. C'est un endroit vulnérable, authentique, où on apprend. Parce qu'on est à la fois des patronnes, des dirigeantes de nos vies professionnelles, mais aussi de nos vies domestiques, et que parfois, on a envie de s'allonger sur le divan. Bienvenue dans le divan des patronnes. Sarah est graphiste indépendante. Il y a 2 mois, elle a finalisé le branding complet pour une cliente. Logo, charte graphique, template, tout était validé. Mais aujourd'hui, elle regarde son compte pro. 3 000 € manquent à la paie. Elle fouille ses emails, sauf que la facture est bien partie. Alors elle relance. 1 fois, 2 fois, rien. Elle appelle, boîte vocale. Donc elle commence à stresser. Ses charges tombent, ses prestataires attendent pour être payés. Et elle a plus de solution. Ce matin-là, Sarah appelle sa banque, Hello Bank Pro. Le conseiller la met immédiatement en lien avec l'assistance juridique incluse dans son offre. En quelques heures, elle obtient une action concrète et une mise en demeure est envoyée. 3 jours plus tard, son paiement arrive. Et c'est pour ça que j'ai choisi Hello Bank Pro comme partenaire de cette saison. C'est une banque qui connaît la valeur des entrepreneuses qu'elle accompagne et qui les aide à se protéger. Caroline Jurado, bonjour. Nina Ramen. Je pense que tu n'as jamais prononcé mon nom en entier. Bah écoute, ce sera une première. Merci d'être mon invitée. Dans le divan des patronnes, on dit que les milieux financiers sont majoritairement occupés par des hommes, mais dans ton écosystème, c'est encore pire. Ouais. C'est vraiment le paroxysme de ce constat. T'es une des seules femmes sur l'internet français à parler de crypto. D'ailleurs, dans ta newsletter, qui a 70 000 abonnés, il y a quasiment 50% de femmes, Ouais. ce qui est extrêmement rare. Toutes les femmes de France qui s'intéressent aux cryptos sont là. Exactement, c'est exactement ça. Et ce que tu fais en fait est un exploit au quotidien. Tu rends accessible et compréhensible un truc que moi-même je ne comprenais pas. Pour la majorité des gens, tu donnes à ces personnes les outils pour comprendre comment fonctionne l'investissement. Et surtout, tu tiens tête dans un écosystème ultra sexiste, les fameux crypto-bros. Et tu es là et tu fais un contenu incroyable. Récemment, tu as lancé ta communauté privée avec plus de 800 membres, qui s'appelle le Cercle Crypto, ce qui t'offre aussi, en termes de business, un revenu récurrent, qui est suffisamment rare dans la formation pour être relevé, et ce sera un des sujets qu'on abordera aujourd'hui. Tu vas emménager dans l'appartement de tes rêves, au bord de la mer. Tu attends un bébé, et ta boîte frôle les 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Caroline Jurado, au nom de toutes les femmes qui nous écoutent, au nom de celles que tu as aidées dans l'investissement, mais aussi de celles qui voient en toi un modèle de réussite, dont moi. Merci. Je pense qu'on m'a jamais présenté avec autant de bienveillance. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je suis trop heureuse d'être là avec toi. Franchement, je trouve que ton espace de réception est superbe et j'avais hâte qu'on fasse ce podcast ensemble. Ouais. Pour celles qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, on est dans un magnifique setup nouveau qui sort tout droit des doigts de fée du studio. Donc c'est vrai que c'est la première fois qu'on mène l'interview là-dedans et c'est vraiment trop bien. Caroline, je te propose un jeu pour te connaître. Trop bien. Je vais te poser 6 questions auxquelles tu peux prendre le temps de répondre ou pas, comme tu le veux. L'idée, c'est que ce soit quand même assez rapide. Première question, comment est-ce que tu expliques ton job à tes grands-parents ou à quelqu'un qui n'est pas initié? À quelqu'un qui n'est pas initié, ça dépend si j'ai la flemme ou pas. Mais en général, je dis juste que je travaille dans la crypto. Et si jamais je veux aller un peu plus loin, je vais dire que je suis vulgarisatrice dans la crypto et que donc j'explique des sujets qui sont un peu complexes et techniques au plus grand nombre. Je dis juste ça en général. Trop bien. Est-ce que tu peux me citer une action que tu mets en place pour prendre soin de ta santé mentale? Ouh, j'en mets plein. J'en mets plein. Qu'est-ce qui serait la plus importante? Je dirais que c'est toutes les limites que je mets avec mon boulot. Donc, par exemple, je pense que la plus utile que j'ai mis en place il y a quelques mois, c'est de ne pas foutre un seul pied sur les réseaux sociaux, moi-même. Donc, tout mon contenu est préparé sur un calendrier édito
ce n'est pas moi qui poste, ce n'est pas moi qui vais voir les commentaires. Vraiment, les réseaux sociaux n'existent pas dans mon univers. Et tu fais en moyenne combien de millions de vues par mois? Plusieurs millions sur tout réseau confondu, on va dire peut-être quoi, entre 5 et 6 millions par mois. Sans mettre un pied sur les réseaux sociaux. Non. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, ça fait partie des sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. Ouais. Quelle est ton habitude préférée, qu'elle soit bonne ou mauvaise? Mon habitude préférée... Considérée comme bonne ou mauvaise. Ouais, t'as raison. Alors si, j'en ai une. C'est une habitude plutôt de travail et que tout le monde devrait faire d'ailleurs parce que je pense que c'est un hack du cerveau qui est incroyable. C'est que tous les soirs, je fais ma to-do du lendemain, mais une to-do super précise. Genre, je vais pas dire je vais traiter mes mails, je vais dire je vais traiter tel et tel dossier, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et je le fais dans l'ordre dans lequel je pense que c'est le mieux de le faire. Je fais ma to-do dans cet ordre-là. Ce qui fait que quand je travaille, ce qui n'est pas tous les jours, je me mets... Enfin, mon cerveau c'est conditionné un peu en mode robot et je fais toutes les tâches que je dois faire. Genre là, ce matin, avant notre podcast, j'avais 3-4 trucs à faire que j'avais bien définis, plus le podcast, plus les différents trucs ensuite. Ça me permet d'être ultra productive et de ne pas me laisser, en tout cas, avoir par d'autres éléments. Ouais. En fait, tu conditionnes ton cerveau à réaliser certaines tâches. Ouais. Et tu les rends les plus précises possibles pour éviter le défocus, en fait, éviter de... Ouais, c'est ça. Pour éviter de ne pas le faire. Ah, ok, d'accord. Parce que sinon, je vais avoir tendance à rester un peu... tu sais, à faire des trucs qui servent à rien, genre... je sais pas, aller voir des actus, regarder mes mails. Oh non, en vrai, regarder mes mails, je le fais pas, mais... Faire plein de choses qui sont pas très utiles, qui sont pas très productifs, au lieu de faire les trucs qui me rapportent concrètement de l'argent, qui font avancer concrètement mon business. Ça évite le travail un peu de clics, quoi. Le travail non productif de faire des clics, ce que moi j'appelle faire des clics et qui en fait rapporte pas grand-chose. Oui. Trop bien, merci. Le travail je pense que ça m'a donné carrément envie de l'appliquer. Ah ouais, ça marche trop bien. Ok, trop bien. Quelle est la dernière fois où tu as changé d'avis? Et sur quoi? Ça va être la question signature de ce podcast. Waouh. La dernière fois où j'ai changé d'avis, je pense que sur un gros changement d'avis, ça a été assez récent. C'est quand je me suis rendu compte que mon business ne me représentait pas et que je n'étais pas définie par mon business et que du coup, maintenant, je conçois beaucoup plus mon business avec détachement et que c'est plus un moyen de gagner de l'argent qu'un moyen de me réaliser. Ok. Qu'est-ce que tu as accompli et que tu ne pensais pas possible? Tout ce que j'ai accompli, je ne pense pas que c'était possible. Mais en tout cas, créer une entreprise rentable dans laquelle je me sens super bien toute seule. Dernière question qui est la question marque personnelle. Ou pas d'ailleurs. Quels sont les 5 mots qui te définissent? Ah, c'est intéressant ça comme question. 5 mots qui me définissent dans le boulot du coup. Ça peut être pro ou perso. Ouais, ok. Alors en ce moment je vais dire enceinte parce que pendant que je te parle j'ai remonté gastrique, je me sens pas bien donc je n'arrive pas à l'oublier, mais je dirais ça. Je dirais créativité, liberté, argent. Et vu que j'ai mis enceinte, je crois qu'on les a tous, non? On les a tous. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. C'est des questions... Tu as répondu à une question qui était la santé mentale. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi parce qu'on fait tout ça aussi pour se sentir bien. On en parlera juste après. Tu as répondu à une question sur l'apprentissage. Quelle est la dernière fois où tu as changé d'avis? Je suis persuadée que plus les gens sont capables d'apprendre, en fait, l'apprentissage et le fait de changer d'avis est intimement lié. En fait. Un changement d'avis, en fait, tu pensais A et puis il y a quelque chose dans ta vie qui t'est arrivé ou que tu as appris et tu as changé tes croyances. Et ça, pour moi, c'est la définition de l'apprentissage. Et la dernière question, c'était les 5 mots qui te définissent. C'est aussi un petit peu... qui te définissent soit personnellement, soit publiquement. Mais en fait, la question, c'est comment toi, tu te perçois et ou comment les autres te perçoivent, qui peuvent ou pas correspondre. Merci d'avoir répondu à ces questions. Et maintenant, j'aimerais qu'on passe à la première partie de cet épisode, où en fait, je me demandais qu'est-ce que j'avais envie d'apprendre de toi. En sachant qu'on se voit toutes les semaines. En sachant qu'on se voit déjà toutes les semaines. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant chez toi, et tu en as parlé là tout à l'heure quand tu as dit en fait je travaille pas tous les jours. Tu fais un business qui est rentable, c'est-à-dire qui te rapporte concrètement de l'argent. Oui. Avec visiblement peu de temps. Mais avant ça, tu as créé et revendu ta start-up de plusieurs salariés.
Donc, Oui. en fait, tu as créé et revendu ta start-up avec plusieurs salariés, avec tout ce que ça implique, des investisseurs, des contrats de travail, des CDI. Ouais. Aujourd'hui, tu as créé un modèle à presque 7 chiffres en 100% solo. Tu n'as aucun salarié. Non. Tu avais le choix de recommencer de zéro quand tu as revendu ta start-up. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce business model-là que tu as aujourd'hui? Peut-être pour introduire après comment tu fais concrètement. Ouais. C'est une super bonne question parce que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai fait beaucoup de choses parce qu'il fallait les faire. Et j'ai fait beaucoup de choses parce que c'était bien vu. Enfin, en fait, j'ai fait tout ce qui était considéré comme in à l'époque. La bonne élève, limite. J'étais la meilleure élève. Okay. Et donc, fallait lever des fonds. Franchement, je ne sais pas si j'avais besoin de lever des fonds. Enfin, quand je me suis lancée, j'avais... Tu peux redire oui. quelle était ta boîte rapidement? Oui, absolument. En gros, c'était un logiciel RH que j'avais créé qui permettait de... je vendais au DRH des grosses boîtes un logiciel qui leur permettait de poser des questions aux salariés et de traiter la data en temps réel pour challenger un peu les politiques de la boîte et les améliorer. Et à la base, ce logiciel, c'était juste un fichier Excel. Et donc, je l'avais commercialisé à quelques clients. Donc, concrètement, je gagnais du chiffre d'affaires. Et donc, je pouvais payer quelques prestats et j'aurais pu bootstrapper un peu le truc pour créer la boîte. Mais tout de suite, j'ai voulu lever des fonds parce que j'avais entendu dire, en tout cas, que les startups, elles levaient des fonds, que c'était comme ça qu'on faisait. Et je me rappelle aussi que je me disais que je veux lever des fonds, je veux avoir des actionnaires, je veux revendre, je veux avoir des salariés. C'était tous les grands piliers qui montrent que tu es un vrai entrepreneur, entre guillemets. Et tous ces trucs-là, je les ai faits parce qu'il fallait les faire. Et c'était que des erreurs, mais majeures, en fait. Oh, wow. Ouais, lever des fonds, c'était une erreur majeure. Pourquoi? Après, je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai bien challengé mes négociations, comment est-ce qu'on attire des gens, etc. Mais en fait, je me suis retrouvée avec des gens au capital qui donnaient leur avis. J'ai pas levé beaucoup d'argent, j'ai levé 350 000, un truc comme ça. Mais c'était au tout début de la boîte, j'avais peut-être 4 mois de création. Et du coup, c'était des gens qui étaient des, entre guillemets, petits investisseurs, qui mettaient 20 000 euros, mais qui, pour eux, ça voulait dire quelque chose, mettre 20 000 euros, ce qui est normal. Et donc, ils avaient besoin d'avoir plein d'infos, ils avaient besoin de me manager, en fait, hyper souvent. J'avais 7 investisseurs, je crois, ou un peu moins. En tous les cas, il n'y avait qu'une meuf dans le lot. Donc, c'était que des mecs, en plus, qui étaient tous plus âgés que moi, évidemment. Et qui t'expliquaient comment gérer ta boîte. Qui m'expliquaient comment gérer ma boîte. Et après, avec le recul maintenant, je me rends compte que je ne savais pas gérer une boîte. Donc, j'entends. Mais ça, c'est vraiment manager des investisseurs, c'était horrible. J'ai recruté beaucoup de salariés parce que je pensais qu'il fallait le faire, parce que j'avais l'impression que ça faisait stylé de dire on est 10 dans l'équipe. Donc je voulais avoir 10 personnes, je sais pas pourquoi. Et j'ai recruté plein de monde qui étaient, comme j'avais pas beaucoup d'argent, c'était quand même des juniors. Et donc il fallait que je les forme, il fallait que je les manage, je savais pas faire. Et j'ai détesté ça. Je pense que ce que j'ai détesté le plus, c'est de voir à quel point on avait besoin de moi, à quel point moi j'étais le capitaine du bateau et donc j'avais pas le droit d'avoir des coups de mou, j'avais pas le droit de pas travailler et j'avais pas le droit d'avoir des doutes. Et tu te rendais au bout de combien de temps tu t'es rendu compte que t'aimais pas ça, en fait? Est-ce qu'il y a eu un mot? Ah ouais, ok. Ouais, dès le début, je l'ai su, mais c'était pas important. Parce que ce que j'aimais ou pas n'était pas important. Mais je le savais. Ah ouais, tu savais. Et qu'est-ce qui faisait que tu restais dans cette situation? J'avais pas accompli tout ce qu'il fallait. Okay. Ce qu'il fallait revendre. Ah, ok. Très bien. Et donc, tu te retrouves... Ça dure combien de temps, cette phase? 3 ans. Donc, pendant 3 ans, tu te lèves le matin et tu dis... Ça me fait chier d'avoir des investisseurs, ça me fait chier d'avoir des salariés. Tu travaillais beaucoup? Énormément. J'ai jamais autant travaillé de ma vie. Oh, wow. Je dormais peut-être 4 heures par nuit. Je travaillais tous les jours, tous les week-ends, tous les soirs. Enfin, l'espèce d'entrepreneur que maintenant j'exècre, et j'exècre pas, mais bon, je juge de ouf, qui travaille de 7h du match qu'à 22h, j'étais ça. À cette période de ma vie. Et comme ça me ressemble pas? Ouais, complètement. Ce qui est marrant, c'est de voir ta vie aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés de voir la suite. Et en termes de... Tu te payais comment? Alors, au début, je me payais pas parce que j'avais le chômage. Ok. Et après, je me suis payée, je sais pas, genre 2000 balles par mois, un truc comme ça. Ok. Pour travailler de 7h à 23h. Ouais. Oui, non, mais c'était le pire investissement qu'on puisse faire. Surtout que, en plus, j'entendais tout le temps les gars du secteur dire « Non, mais en fait, c'est un investissement de pas me payer beaucoup parce que je vais revendre des millions. » Et moi, je disais pareil, parce que c'était ça qu'il fallait dire, mais j'ai jamais cru que j'allais revendre des millions. Vraiment, j'ai jamais cru ça.
Donc, Et donc, le plan de cette manière d'entreprendre, c'est de se dire que tu vas, pendant 3 ans, bosser à fond, être pas payé beaucoup pour espérer peut-être dans 3 ans, taper des millions, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et du coup, tu revends. Donc, le plan, tu réussis le plan. J'aboutis le plan. Mais par contre, je suis les plans. Moi, j'adore faire des plans et je les suis coûte que coûte. Complètement. Et j'ai revendu. C'était donc les investisseurs, c'était horrible. Les salariés, c'était horrible. La revente, c'était horrible. Ah ouais. La revente, c'était horrible aussi parce que je ne savais pas à l'époque. Mais quand tu revends une boîte et que t'es pas genre la start-up la plus rentable de l'histoire, en fait, ce que les gens rachètent, c'est ok, oui, t'as trésor, tes clients, tes salariés, mais en fait, surtout, c'est toi. Et donc, toi, t'es obligé d'être investi dans la nouvelle boîte. T'es obligé, ils te font des contrats. Enfin, moi, ils m'ont fait un contrat pour que je reste bloquée pendant 2 ans chez eux. J'y suis restée qu'1 an, au final, ou à peine plus d'1 an. Mais du coup, ça fait que tu repars en fait pour un cycle d'un truc que t'as plus du tout envie de faire. Ouais, si t'es déjà dans la démarche de revente, c'est parce que t'as envie de partir et de repartir sur autre chose. Et en fait, t'es quand même obligé de rester, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, on en est à ce moment-là de ta vie. T'as passé 3 ans à faire un taf que t'aimais moyennement, voire pas du tout, à être payé vraiment pas beaucoup par rapport à ce à quoi t'aspires. T'as revendu. Ouais. Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Je suis super soulagée. Ok. Parce que je me dis, ok, tout repose plus sur mes épaules, je vais plus avoir d'actionnaire directement, et je vais juste prendre part à quelque chose. Et à ce moment-là, je me dis, ok, c'est génial, c'est ce qu'il me faut, je vais prendre part à quelque chose sans que tout soit sur mes épaules H24. Donc, possibilité de repartir à zéro sur un nouveau... Tu choisis direct de repartir en tant qu'entrepreneuse? Non, je suis obligée de rester dans la boîte qui m'a racheté, donc je suis censée rester 2 ans, mais je reste un peu plus d'1 an. Okay. Mais je craque parce qu'en fait, je le sais pas à l'époque, mais vraiment, si jamais un jour vous revendez votre boîte, sachez-le, quand tu es CEO d'une boîte et que t'es racheté, soit t'es racheté par, je sais pas, Microsoft, et tu continues d'être CEO de ta filiale. Okay. Mais si t'es comme moi, racheté par une boîte plus grosse, mais qui va prendre tes équipes marketing dans leur équipe marketing, tes équipes ventes dans des équipes ventes, et ben moi, du coup, je me suis retrouvée à juste diriger un département. J'avais plus du tout la main sur le reste. Ça m'a rendu barjo. Vraiment, ça m'a rendu barjo. Okay. Les process étaient trop lourds, les réunions, les machins. Okay. En 1 an, je pense que ma santé mentale a été aussi mauvaise que quand je dirigeais ma boîte au final. Donc j'étais là genre, bon bah ça, c'est toujours pas pour moi. Ouais, donc il a fallu que je parte absolument. Je savais pas pourquoi, mais il fallait absolument que je trouve une autre façon d'agir, quoi. Ok. Et là, tu t'es dit, donc tu pars. Ouais. T'as vécu cette boîte, tu l'as revendue, t'as quand même fait le truc de la bonne élève, quoi. Ouais, t'as monté des ponts, malgré tout. Voilà, t'as plié le truc, tu pars. T'es salarié, finalement, tu finis par partir. Et là, tu te dis quoi dans ta tête? Qu'est-ce que tu vas construire comme business? Qu'est-ce qu'il y a des choses où tu dis ça, je veux plus jamais? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu commences à définir très bien ce que tu veux? Alors, je pense que ça se fait plus dans le... Enfin, je prends des petites décisions. Okay. Par exemple, je sais que je veux surtout plus jamais avoir d'actionnaires. Okay. Et je sais que je veux plus jamais avoir de salariés. Oh, ok. Ah ouais, donc ça, c'est hyper intéressant. Ouais. En 3 ans, tu as compris ce que tu voulais pas. Ouais, voilà, exactement. Et que je voulais plus jamais non plus être salarié. Mais bon, c'est autre chose. Mais donc, je sais que ces trucs-là sont des éléments très, très forts pour moi. Alors, je me demande comment est-ce que je vais pouvoir, finalement, travailler toute seule, quoi, être autonome. Et je lance un petit business qui me permet de gagner de l'argent à côté. Et je lance les cryptos de carreau en parallèle. Ok. Si on fait une petite avance rapide, avant de raconter comment t'en es arrivé là, et est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui c'est quoi les cryptos de carreau, c'est quoi le business model qu'il y a derrière, tous les chiffres que tu es prête et que tu as envie de partager, comment ça fonctionne? Ouais. Alors aujourd'hui les cryptos de carreau, c'est principalement un média, on va dire, donc newsletter, vidéo sur les réseaux sociaux. Entre 4 et 7 millions de vues par mois. Par mois, exactement. Et comment est-ce que je gagne de l'argent? C'est de 3 manières. Donc, sur la partie un peu média, ça va être avec les sponsors, donc des entreprises qui payent pour être présents dans mes éléments, en tout cas de contenu. Ensuite, j'ai 2 produits en B2C. Donc, un produit formation que je commercialise auprès de ma base et le produit que j'ai lancé justement il y a 4 mois maintenant, qui est une communauté privée d'investisseurs. Et donc là, c'est un espace dédié dans lequel je vais avoir un analyste qui partage des analyses marché, etc., etc. Donc ça me permet d'avoir au moins j'ai un revenu qui est récurrent grâce à ce nouveau produit-là. Ok. Donc aujourd'hui, tu travailles, donc on passe de Caro qui travaille de 7h à 23h, 22h, 23h. Ouais. Aujourd'hui, quelle est ta vie?
Et bien aujourd'hui, je pense que je travaille 3 jours par semaine. J'ai des freelances avec qui je travaille au quotidien, enfin vraiment, mais sur des aspects très précis et qui sont très autonomes, que j'ai pas besoin de manager, ou très très peu. C'est un élément super important. Et franchement, je suis super libre, quoi. Enfin, je fais beaucoup plus ce que je veux de ma vie que ce que j'ai jamais pu faire avant. Et ce que ça te rapporte, l'argent que ça te rapporte? C'est-à-dire en chiffre d'affaires? En salaire ou Ah en oui, chiffre d'affaires? ben, salaire, c'est difficile de dire parce que ça dépend de comment je le sors, mais en chiffre d'affaires, sur l'année dernière, par exemple, j'étais à 750 000 euros, qui est quasi, je ne vais pas dire que c'est ma marge, mais... Et très peu de charges, en fait, finalement, sur ces 700. Très peu de charges, ouais. Très peu de charges. Car pas de salariés. Pas de salariés. Enfin, j'ai pas de grosses charges parce que je travaille sur Internet et que après, ben, j'ai des freelances, mais ça reste une entreprise très, très rentable, ouais. Donc, si je résume, aujourd'hui, Ouais. 750 000 euros de chiffre d'affaires, tu travailles 3 jours par semaine. Bravo. Merci. Déjà. Est-ce que tu peux nous dire, c'était quoi les étapes pour en arriver là? Parce que ce que je trouve intéressant dans ce que tu partages, c'est déjà un premier modèle de réussite qu'on pourrait penser être le bon, c'est-à-dire tu vas monter ta start-up, tu vas, oui, j'ai suivi tu vas lever des fonds, trucs, etc. Ouais. Et tu seras heureuse. Et breaking news, en fait, à la fin, tu C'est ne de vends la pas daube. forcément des millions. Ouais. En plus de ça, tu travailles pendant 3 ans, tu n'es pas du tout bien payé. Versus aujourd'hui, un autre modèle de Ouais. réussite qui est ce que moi j'appelle le business lifestyle. Et c'est ça sur quoi j'ai envie de t'interroger. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, tu as optimisé un business au service de ta vie. Alors, juste pour préciser, je ne l'ai pas fait, naturellement. C'est-à-dire que le business lifestyle dans lequel je suis maintenant, j'y étais contrainte. Parce qu'avant ça, au tout début des Cryptos de Caro, jusqu'à, on va dire, il y a 6 mois, 1 an, ce que je voulais, c'était être célèbre, surtout. Ok, ouais. Tu vois, okay. C'était être reconnue, être célèbre, vraiment montrer que je pouvais réussir autrement. Et les événements de la vie ont fait, et les difficultés principalement, ont fait que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, je m'en fous d'être visible, c'est pour ça que je vais plus sur les réseaux, c'est pour ça que je vois plus les commentaires, je veux plus rien savoir, et que je travaille beaucoup moins aussi, parce que maintenant, j'estime que mon business est au service de ma vie, mais que ma vie n'est pas d'exister en tant que Caro des Cryptos de Caro. C'est en fait, tu as touché la limite un peu du personal branding. Tu t'es dit, c'est un outil business et c'est pas moi. Et du coup, je te propose qu'on fasse un petit peu machine arrière et justement que tu nous expliques cette première phase de ta nouvelle vie d'entrepreneuse qui est les Cryptos de Caro. Ouais. Tu as lancé ton média. Ouais. Comment ça s'est passé? C'était quoi les leviers? Comment tu as monétisé? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu as monétisé au travers de la sponsor et après, très rapidement, tu as lancé ta formation, c'est ça? 1 an après. Un an après. Donc, tu as été sur TikTok principalement. Oui. Tu te servais de TikTok pour faire de l'acquisition sur ta newsletter. Exactement. Newsletter qui a fini par monter à 70 000 abonnés. Et tu as lancé un produit de formation. Oui. Au bout d'un an. En fait, première année, j'ai fait que de la sponsor. Année 2, formation. Et année 3, j'ai lancé la communauté. Je trouve ça hyper intéressant, cette évolution de business model. Ouais. En fait, au début, tu vendais des encarts de pub sur tes newsletters, grosso modo. Ouais. Deuxième année, tu t'es lancé dans la formation. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première et la deuxième année pour que tu changes de business model? Comme d'hab, une galère absolue. Parce qu'à la fin de la première année, en crypto, il y a un énorme crash. Et tous les acteurs du marché coupent leur budget marketing, ce qui est très intelligent, parce que tu fais pas de la pub quand c'est la merde. Et du coup, moi, j'ai perdu tous mes sponsors d'un coup. Et pendant 3 mois, j'ai signé personne. Et j'étais là, en fait, c'est ma seule source de revenus. Je vais crever si je trouve pas une autre solution. Et même, pour dire à quel point c'est quand même un marché qui est un peu pourri, j'ai un sponsor qui était mon plus gros sponsor depuis des mois et des mois, avec qui on avait un contrat récurrent, qui m'a fait re-signer le contrat parce qu'il y avait un problème de date, je cite, sur un contrat de 50 pages, machin, quoi. Et en fait, c'est moi aussi qui étais naïve à cette époque-là, je pensais qu'on avait des bonnes ententes. Mon contrat, il est passé de 10K par mois à 1K par mois. Oh, wow. Okay. Ils ont bien zéro. Ils l'ont fait exprès. Et après, quand je les ai appelés, ils m'ont dit « Ah ouais, désolé, on fait ça avec tous nos partenaires sur le marché. C'est plus facile que de leur expliquer qu'on est dans la merde et qu'il faut qu'on... » machin. Ok, donc du jour au lendemain, tu as un business model sponsoring et du jour au lendemain, tu perds tous tes sponsors, tu divises par 10 ton chiffre d'affaires. Et donc là, tu dois repartir sur un nouveau business model. Et c'est là que tu passes à la formation. Oui. Il y a aussi que je me sentais super nulle parce que c'est dur la relation avec les sponsors.
t'es très dépendant d'eux, ils te demandent beaucoup, ils te donnent l'impression que si jamais les gens s'intéressent pas à eux, c'est ta faute parce que ta communauté n'est pas assez bien ou que ce que tu fais, c'est pas assez bien. Et je trouvais que c'était difficile. À cette époque, je me réalisais beaucoup en tant que créatrice de contenu et j'avais l'impression que ça touchait à ma valeur personnelle, le fait qu'ils négocient autant, etc. Donc ouais, j'étais très heureuse de trouver une solution qui me permettait d'être plus dépendante des sponsors. Moins dépendante des sponsors. Et donc là, tu décides de garder quand même une partie sponsoring. Oui, ceux avec qui ça se passait bien, mais c'est devenu vraiment peau de chagrin à côté de ce que c'était. Puis surtout quand tu as des bonnes... En fait, tu t'es retrouvée dans une situation où tu pouvais choisir tes sponsors. Exactement. Tu étais plus dépendante et donc tu choisissais que des personnes avec lesquelles tu te sentais très bien parce qu'à côté, tu avais justement lancé la partie business model formation. Et donc là, on bascule sur l'évolution. Ah ouais, ça change le game. Des cryptos de Caro, exactement. Ouais. Et qu'est-ce qui a changé à ce moment-là quand tu es passée sur ce business model-là de formation? Je me suis sentie vachement libre en fait. Déjà parce que ma communauté, elle attendait ça depuis super longtemps. Donc moi, je fermais un peu les yeux sur les attentes qu'il y avait à ce sujet-là parce que j'avais pas envie de le gérer. Et en fait, quand je l'ai fait, ça répondait à un besoin de ouf, c'était super utile. Ça me permettait moi d'avoir de la trésorerie parce que première fois de ma vie que j'ai des clients qui payent avant. Parce que le modèle sponsor, il te paye à 6 mois, genre quand tu les as harcelés 300 fois. Alors que là, les gens payent directement, donc j'avais du cash. Et puis, je me sentais totalement autonome. Je dépendais vraiment juste de ma visibilité, quelque part. Ouais, c'est clair. Et à quel point tu arrivais à servir ton audience, quelque part. Exactement. À quel point j'arrivais à servir mon audience. C'était quand même une période de... En fait, tu as changé de client, en fait. Exactement. C'était eux mes clients. C'est quand même une période où j'ai beaucoup travaillé. Cette année où j'avais que de la formation. Ta formation, tu peux expliquer rapidement qu'est-ce que c'est? Elle coûte combien? Il y a quoi dedans? C'est quoi l'objectif? Ouais. Alors, elle est commercialisée à 997 €, mais je fais... ça, c'est ce que tu trouves sur Internet si jamais tu veux l'acheter comme ça, mais je fais des lancements réguliers, auquel cas je la vends à 397 €, que je trouve être vraiment un prix trop bien pour te lancer. Et j'explique tout ce que c'est les cryptos, tout ce que c'est l'investissement dans les cryptos, et je donne ma méthode, moi, de travail sur ce sujet-là. Formation que j'ai moi-même achetée. Absolument. C'est ouf. Et ce que je trouve bien, c'est que le premier chapitre, c'est en fait les cryptos. C'est un investissement risqué et je vais t'apprendre à t'évaluer sur ton échelle de risque. Oui, c'est vrai. Et ce que j'ai adoré dans cette formation, c'est vraiment cette idée de se dire, OK, je vais t'évaluer sur comment toi tu te sens, de quoi toi tu as besoin et qu'est-ce que tu peux raisonnablement investir en crypto en fonction de toi, ton profil et de ce que tu as. J'ai adoré ce premier chapitre que après j'ai suivi les autres et c'était vraiment super. Et donc cette formation, donc grosso modo entre 300 et 400 €, business model formation, lancement sur ta communauté de 70 000 personnes quelque part. Que se passe-t-il dans cette deuxième étape? Que se passe-t-il? Ça c'est un énorme succès. Ok. Donc tu multiplies ton chiffre d'affaires? Oui, je multiplie mon chiffre d'affaires largement. Ouais, c'est clair. Par 3, 4? Je sais plus. Je sais plus, mais comme l'année 1, j'avais fait juste de la sponsor, enfin, je multiplie par 2 ou 3, un truc comme ça, on va dire. Ok, donc là, on est à l'année 2 des cryptos de Caro. 2, ouais. Le changement de business model, tu multiplies par 3 ton chiffre d'affaires, mais la contrepartie de tout ça, et tu en parlais tout à l'heure, tu me parlais de t'identifier toi à ton contenu. Qu'est-ce qui s'est joué cette année 2? En fait, cette année-là, il y a eu... encore plus que l'année 1, énormément de bad buzz. En fait, le problème de la formation, c'est que pour vendre des formations, il faut que j'ai des nouvelles personnes qui s'intéressent à moi, et donc j'ai besoin de faire beaucoup de découvrabilité. Parce qu'après, les gens qui sont là depuis longtemps, ils vont être moins intéressés pour passer le pas. Disons, le momentum, il est passé. Et du coup, j'ai été très présente sur les réseaux, et j'ai eu énormément de bad buzz. J'ai été très confrontée à ça. Et ça a été super difficile. Et en plus, j'ai beaucoup travaillé cette année-là. Parce que justement, je faisais des lancements super réguliers, etc. Enfin, je voulais pas louper le moment. Je travaillais de dingue, quoi. Donc, tu travailles de dingue, mais tu gagnes quand même 3 fois plus. Donc, bon, tu te dis... Oui, c'est sûr. Mais les mois où je travaille pas, enfin, genre, je travaille pas l'été, je gagne 0. Voilà. C'est juste ça, quand même, qu'il faut prendre en compte. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de cette année pour que tu, aujourd'hui, choisisses de lancer ton nouveau et dernier produit, l'année 3? Est-ce que tu peux nous expliquer la transition sur le cercle crypto qui est aujourd'hui ton nouveau produit? C'est quoi la différence avec le précédent, le précédent produit de formation? Et qu'est-ce qui s'est passé en toi
pour que tu choisisses de relancer ce troisième produit sur cette troisième année? Eh bien, la même chose, des galères et du stress, beaucoup. Parce que je me rappelle une fois, on était ensemble une après-midi, j'étais super stressée et je disais, mais purée, si jamais je peux pas travailler, si jamais je peux pas avoir plus de découvrabilité, etc., en fait, je vais plus gagner d'argent, quoi. Parce qu'il y avait cette course en fait à devoir publier systématiquement. Quelque part, ton business model, il est très dépendant quand on fait de la formation et quand on fait de la visibilité sur les réseaux. En fait, c'est très dépendant de ton nombre de posts par jour, tout simplement, et de ta croissance sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Et puis je me mettais à faire du contenu qui me plaisait moins, juste pour faire des vues, parce que j'étais obligée de le faire. Enfin, en fait, j'ai perdu tout ce que j'aimais dans la création quelque part, parce que j'avais vraiment des objectifs à tenir. Et si je me disais, et j'étais vraiment un hamster dans sa roue, quoi, disons. J'avais genre toujours plus, je voyais que je pouvais gagner toujours plus d'argent, toujours plus de machin, donc il fallait le faire. Et ça me stressait que je puisse plus du jour au lendemain. Je trouve c'est intéressant ce côté créativité versus productivité. Ouais, totalement. Ce sujet-là, il est super intéressant parce qu'à la limite, au début, quand tu te lances, tu as une super newsletter et c'était suivi par autant de personnes, c'est parce que ce que tu crées, c'est une forme d'art. Les personnes qui ne sont pas abonnées à ta newsletter, je les invite à s'abonner parce que tu racontes très bien les choses, donc tu as vraiment cette partie créativité. Et j'ai l'impression que cette deuxième année, quelque part, la créativité s'est perdue au produit de la productivité. Exactement. Et donc finalement, tu produis plus des œuvres, que ce soit des newsletters ou des contenus parce qu'elles te plaisent, mais tu les produis plus parce que tu sais que derrière, ça va marcher, ça va me permettre de l'exploiter, etc. Exactement. Oui, ouais, c'est sûr. Donc j'ai eu ça. Et c'était en parlant ensemble, d'ailleurs, qu'on s'est dit, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai remarqué que dans mon secteur, en fait, tout le monde faisait la même chose et que ça marchait très bien et que moi, j'avais jamais voulu le faire, qui était de faire une communauté privée. Parce que comme c'est un secteur qui est très dépendant de l'actualité, eh bien, tu peux payer des analystes qui vont être en charge de suivre toutes... Moi, déjà, je travaillais avec des analystes à titre personnel. Là, j'ai recruté un ami à moi qui s'appelle Jonathan, qui analyse depuis quasiment 10 ans, qui, en fait tout le taf de lire toutes les données macro, faire toutes les analyses, etc., pour les partager à la communauté. On en profite aussi pour partager les investissements qu'on fait, à quel prix on achète, à quel prix on vend, etc. Et ça, en crypto, ça marche super bien. Parce que la demande que j'avais beaucoup, moi, c'était les gens qui achètent la formation, ils disent « Ok, trop bien, j'ai la méthode, mais en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de tout analyser, j'ai pas le temps de tout faire, je comprends, mais je peux pas y passer autant de temps, et puis ça me stresse. » Et donc, du coup, la communauté... au lancement, en tout cas, qui est il y a 4 mois, elle n'a pas beaucoup d'existence, mais ça a énormément, en tout cas, attiré les membres qui étaient dans ma communauté plus large, la communauté privée. Et c'est vachement bien tombé parce que, pile à ce moment-là, je perds mon compte Instagram. Oh, wow. Parce qu'il y a un changement de politique de méta, et du coup, tous les comptes crypto de mes camarades, etc., sont supprimés. Et c'est vrai que moi, je ne l'ai pas retrouvé pour l'instant, mon compte Instagram. Et beaucoup de ma course à la croissance venait d'Instagram. Donc, et aussi, alors, beaucoup de ma course à la croissance et beaucoup de mon sentiment que je suis mon produit, la personnalité publique, je n'existe qu'à travers ça. C'était beaucoup à cause d'Instagram. Donc, je perds mon compte Instagram. J'ai, comme d'hab, un énorme bad buzz sur le dos qui me met à terre. Et j'apprends que je suis enceinte à ce moment-là. Et surtout, je peux pas bosser, quoi. Je suis en train de vomir toute la journée. J'ai des nausées tout le temps. J'arrive pas à me concentrer. Je peux pas bosser. Et pile, c'est genre une semaine après le lancement de la communauté, tout ça. Et je me dis, mais quelle chance j'ai eue. Parce que première fois de ma vie que j'arrive à créer un truc qui peut marcher, même si moi je travaille pas et qui me rapporte de l'argent. Et je me retrouve à pas pouvoir bosser pendant 3 mois quasiment. Et en fait, à gagner de l'argent quand même, quoi. Tu peux expliquer le business model récurrent là sur le cercle parce que je pense que c'est pas très clair. Ah oui. Quand tu rentres sur le cercle, en gros, tu payes un abonnement mensuel. Donc c'est 47 € par mois. Ok. Et tu vas recevoir. Tu vas faire partie en fait d'une communauté. Donc tu es sur une application mobile et web. Et tu vas avoir des informations que nous on analyse. Tu peux parler avec les autres investisseurs. Tu as des contenus. Enfin voilà. Tu as vraiment tout ce qui est fait pour, si tu veux, investir facilement dans les cryptos. Ok, donc on est dans cette 3e phase. Ouais. Le cercle, tu lances, on reparlera de cette période-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Le cercle, tu lances, 3e phase, revenus récurrents. Tu fais rentrer combien de personnes sur le cercle? Eh bien, quand je lance, je fais rentrer 800 personnes. 800 personnes? Ouais. À 40 € par mois, à peu près? Au lancement, c'était 37.
Voilà. Donc, ça fait 30 € en hors taxe. Voilà. 30 € par mois, hors taxe sur 700 personnes. Tu as quasiment 800, aucun churn. Personne ne part quasiment de cette communauté, ce qui est suffisamment rare pour aussi être relevé. Tu as très peu de personnes qui partent, en fait. J'ai un peu peur parce que j'avais vu des créateurs de contenu qui avaient lancé des communautés et genre 2 mois après, ils n'ont plus personne. Exactement. Mais je savais qu'en crypto, j'avais plus de chances que ça marche parce que je le voyais. Et donc là, tu te retrouves quand même avec un revenu récurrent à 800 fois, allez, on va dire 30 euros. Donc, ça fait... 25 000, voilà, à peu près 25 000 euros qui tombent en quasiment automatique, puisque à l'intérieur, toi, il y a ton analyste qui fait les analyses. Ouais. Bah, franchement, 3e année, t'as plié le game un peu. Ouais. Et est-ce que c'est ça qui a permis de, justement, te libérer plus de temps, de sortir de la course? On parlera de cette période un peu charnière, mais est-ce que le changement de business model, qu'est-ce que ça a eu comme implication concrètement sur le temps que tu passes sur ton business? Bah, ça a tout changé. Okay. C'est-à-dire que maintenant, je fais des actions qui vont être utiles pour plus tard. C'est-à-dire quand je fais des améliorations dans le cercle, c'est utile pour que les gens restent. Quand je fais des nouvelles actions d'acquisition, parce que maintenant que j'ai repris à bosser un petit peu, que je suis moins malade, je le fais, eh ben, je sais que ça me sert pour l'avenir. Alors qu'avant, je faisais des choses, c'était comme des coups d'épée dans l'eau, quoi. C'était du one-shot, et puis il fallait refaire, et puis c'était repartir à zéro. Maintenant, j'ai beaucoup plus un sujet de pérennité. Et surtout, je suis vachement plus éloignée des réseaux, parce qu'en fait, tout ça, je me rends compte que j'arrive à le faire, alors que mon plus gros réseau d'acquisition a disparu. Donc ouais, ça a changé ma vision de mon business. Ouais. Wow. Année 1, sponsor. Compliqué de gérer les clients, peu de clients, mais voilà, crash des cryptos, donc plus d'argent. Année 2, lancement de la formation. Trop bien, on fait x3 en CA, mais on se rend compte qu'on est quand même très dépendant des réseaux sociaux. Donc, dans une course à la création de contenu qui impacte beaucoup ta santé mentale quelque part. Énormément. Et que tu travailles beaucoup, mine de rien. Année 3, on sort le cercle. Je dis on. C'était si, parce que le cercle. Revenu récurrent dans une communauté où tu es protégé des réseaux sociaux. En plus de ça, tu t'éloignes de cette anxiété quelque part que ça te génère. Tu sais que même si, entre guillemets, tu postes pas, tu as ce revenu récurrent, que tu fais que créer des intérêts composés. Parce que chaque personne qui vient sur la cercle, finalement, c'est une personne qui va rester plusieurs mois. C'est ça. Et donc, tu repars pas de zéro à chaque fois pour faire ton CA du mois. Tu sais que tu repars déjà sur une base de 700, 800 personnes et que tu ne fais que des intérêts composés. Et donc, c'est beaucoup plus, je trouve, tranquillisant mentalement. Bravo. Merci. Pour cette aventure. Avant de passer à la deuxième partie, où j'aimerais qu'on creuse cette période charnière qui s'appelle « Quelle est la dernière fois où tu as voulu démissionner de ta propre boîte ?» Ah ouais, c'est clair. On parlera de cette partie-là. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie de ce podcast qui s'appelle « La dernière fois où j'ai voulu démissionner de ma propre boîte ». Et c'est assez marrant parce que j'ai choisi ce titre-là parce que je pense qu'il y a toujours un moment où dans sa boîte, on se dit « Ah vas-y, j'en ai marre, j'arrête tout ». Moi, c'était hier soir, par exemple. Ouais, c'est clair. J'arrête tout et j'y arriverai jamais. J'ai envie de laisser tomber. Et je trouve qu'on montre souvent la face immergée de l'iceberg quand ça va, mais rarement les fois où ça va pas. Galère. Et comme tu l'as dit très justement, si justement tout à l'heure, c'est par les galères que tu apprends, que tu prends des décisions, que tu fais des choix, que tu apprends à te connaître. Et donc, je suis hyper intéressée de savoir la dernière galère ou la galère que tu as envie de nous partager. Parce qu'il y a de grandes chances aussi pour que les auditrices de ce podcast soit aient vécu la même, soit vont la vivre. Et moi-même, j'ai envie d'apprendre de ce que tu as traversé. Donc, Caroline, si tu veux bien, nous partager la dernière fois où tu as voulu démissionner de ta propre boîte. Eh bien, écoute, la dernière fois que j'ai voulu démissionner de ma propre boîte, c'était du coup fin octobre, début novembre 2024. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps, non. Quand, justement, la même semaine, je découvre que mon compte Instagram est ban, que je suis enceinte. Enfin non, ça je l'avais déjà découvert, mais en fait que je vomis tout le temps et que j'ai des nausées tout le temps, que j'ai un énorme bad buzz sur le dos. Et en gros c'est ça, vraiment. Et j'ai vraiment l'impression que tout joue contre moi et que je vais pas y arriver. Et je me demande pourquoi je me fais autant chier. Je crois que c'est ça. À ce moment-là, je me dis mais ça fait 3 ans que tu fais ta boîte, tu te prends des rafales de haine, même si je suis à fond coupée sur les réseaux, parce que je suis obligée de le faire, je vis quand même avec le fait de savoir que si jamais je vais sur les réseaux, je vais prendre des rafales de haine. Je vis avec le fait qu'il y a des gens qui connaissent mon numéro WhatsApp et qui vont m'envoyer
le fait que en ce moment il y a un énorme bad buzz sur moi et que j'ai beau briefer les gens, on me le dit quand même. Et du coup ça c'est vraiment super douloureux. On peut contextualiser un tout petit peu le bad buzz. Ouais. Pour expliquer, tu es la seule femme ou une des seules femmes qui parle des cryptos, qui est la plus connue, la femme la plus connue qui parle de crypto dans un monde où majoritairement occupé à la fois par des hommes, mais aussi avec des codes. Oui, c'est vraiment des codes qui sont très spécifiques. Ouais, c'est ça. La crypto. Et juste pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, ce qui se passe, c'est que tu es un peu la personne qui prend à contre-pied tous les codes de la crypto et ce qu'on appelle des crypto-bros. D'ailleurs, ça a été étudié comme étant quelque chose, un écosystème particulièrement sexiste où il y a particulièrement une tension là-dessus. Et donc, les bad buzz viennent principalement de personnes qui font la même chose que toi. Oui. Soit de concurrents sur la crypto, soit de, c'est marrant, mais de un peu bien-pensants de la finance traditionnelle. Ouais. J'ai les deux. Ouais. Donc en fait, tu déranges à la fois les personnes qui font la même chose que toi. Ouais. À ton avis, pourquoi ? Je pense parce que je fais des choses qu'ils ont, soit qu'ils se permettent pas de faire, soit parce que je parle à un public qu'ils n'arrivent pas à toucher. Okay. Je dirais principalement ça. Enfin, je vois pas d'autres raisons qui justifieraient d'avoir autant de bad buzz. Et donc finalement, ce que tu appelles les bad buzz, ça part de là, majoritairement de tes concurrents qui vont aller commencer à récupérer ce que tu dis, à prendre des bouts de ce que tu dis et à les détourner. Exactement. Du contexte. Oui. Pour, en gros, te faire passer pour une arnaqueuse alors qu'eux font exactement la même chose. Oui, vraiment. Grosso modo, c'est ça le procédé, quoi. Oui, le procédé majoritaire, ça va être soit de se moquer de ce que je fais, soit de prendre un truc que je dis sorti de son contexte et de dire « Waouh, elle a dit ça, non, c'est un truc de ouf. » Ce qui a absolument, dans ta communauté, alors que les gens qui te lisent, eux, ne sont pas du tout impactés par ça. Au contraire, ils continuent à adorer ce que tu fais. Donc, c'est très concentré, finalement, sur une toute petite dizaine de personnes qui va aller... quelque part réalimenter ce truc-là, mais qui revient quand même de manière assez récurrente, quoi. Et donc, c'est ça qui crée, en fait. Oui, disons que mes concurrents, ou en tout cas les gens qui m'attaquent, font toujours leur plus gros buzz quand ils parlent de moi. Ok. C'est quand même, il y a un enjeu édito pour eux. Ah, ça c'est hyper intéressant. Ça veut dire que les gars, ils font 1000 vues par vidéo, et quand ils parlent de Caroline Jurado, ils font 100 000. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, ils ont un intérêt aussi. Oui, c'est un intérêt business de toute façon à le faire. Ok. Et j'en ai... Je sais pas, je dirais que j'ai un très gros bad buzz tous les 2-3 mois. Ok. Mais spécifiquement quand je lance un nouveau produit ou que je fais une nouvelle action marketing. Ok. Et donc, on en arrive... C'était juste pour contextualiser pour les gens qui nous écoutent, parce que bad buzz, ça veut tout dire et rien dire. Oui, c'est vrai. Et ça veut aussi dire que quelque part, parfois... T'as fait un truc mal, mais là, c'est pas le cas, en fait. C'est finalement... c'est jamais... c'est finalement des concurrents qui vont venir réutiliser, détourner... Mais ce qui est super intéressant, c'est que c'est un procédé qui est très courant dans la crypto. Ok. C'est-à-dire, pas parmi les gens qui travaillent comme nous dans la crypto, mais les façons dont les adorateurs d'une crypto vont travailler, les investisseurs qui croient dans une crypto très très fort, c'est que quand il y a une nouvelle crypto qui existe et qui shine un petit peu, et bien en fait, ils vont la détruire sur Internet, en lui faisant une très mauvaise réputation, en lui tapant dessus hyper fort, jusqu'à ce qu'en fait, elle perde toute sa crédibilité et que ça permette à la leur de rester... Enfin, c'est un procédé qui existe, qui est très présent dans l'univers crypto. Du coup, je trouve ça marrant de me dire, en fait, je vis exactement ce que vivent les cryptos émergentes, quoi. Oh. C'est hyper intéressant comme analogie. Ouais, carrément. Ok, c'était juste pour contextualiser ça. Ouais. Donc, la dernière fois que tu as voulu démissionner de ta propre boîte, t'as encore une fois cette idée de ce bad buzz sur le dos. T'es en train de gerber tes tripes parce que t'es à tes 3 premiers mois de grossesse. Tu t'y attendais ? De quoi ? À gerber ? Mais pas du tout. Ouais. Toutes mes dernières copines qui ont été enceintes, elles ont très bien vécu leur premier trimestre. Et alors, la seule de mes copines proches qui a eu un premier trimestre difficile, c'était toi. Et du coup, je me disais, c'est une exception. Ça ne va pas m'arriver. Vraiment, j'ai pas considéré que ça pourrait m'impacter dans mon business, cette grossesse. Qu'est-ce qui s'est joué en toi sur ces 3 premiers mois, sur la découverte
de ces 3 premiers mois qui étaient quand même difficiles, parce que tu vomissais quand même pas mal. Ouais. Enfin, c'était quoi déjà ton quotidien? Et ben, mon quotidien, c'était d'avoir l'impression d'être en mal de mer H24, de vomir tous les jours et surtout d'être très fatiguée tout le temps, de ne pas pouvoir réfléchir. Vraiment, j'avais un peu envie de démissionner de ma vie aussi à ce moment-là. Je me disais, mais pourquoi je me fais autant chier, quoi? Pourquoi je me fais autant chier alors que tout est difficile? Ouais. Et tu t'y attendais à vivre ces 3 premiers mois comme ça parce que tu disais que justement tes potes, elles te disaient que non, pas du chill, tout. etc. Et comment tu l'as vécu, cette découverte de, en fait, les 3 premiers mois Énormément de colère, énormément d'injustice aussi. Parce que je me disais, purée, mon business pourrait couler. Parce que je peux pas travailler et je peux rien faire là actuellement. Je suis handicapée. Enfin vraiment, là je ne peux rien faire et donc mon business risque de couler. Je trouvais ça si injuste. J'avoue, je trouvais que ça soit injuste que mon mec, lui, pendant ce temps, il était en train de shiner à fond dans son business et il avait zéro empêchement, quoi. Et je me disais, mais putain, quelle vie de merde, quoi. Ouais. Et dans l'entrepreneuriat particulièrement. Mais en vérité, si j'avais été salariée, ça aurait été probablement encore pire parce que j'ai eu une chance incroyable de lancer le cercle juste avant, alors que, c'était pas prévu. J'ai pas lancé le cercle parce que je prévoyais d'être enceinte. Mais donc, du coup, j'ai eu une chance que ce truc-là arrive et que je me retrouve quand même à me rendre compte que, avec mon réseau numéro 1 d'acquisition qui plante, un bad buzz énorme sur le dos et moi qui peux pas bosser du tout, et ben en fait, ça n'impacte en rien ma croissance. J'ai gagné autant d'argent. J'ai fait autant d'acquisitions sur ma newsletter. Enfin, vraiment, tout s'est passé finalement comme si je travaillais alors que je travaillais pas. Et ça a été le plus gros apprentissage. C'est de me dire, en fait, je peux mettre en place des hacks pour avoir à beaucoup moins travailler et quand même gagner de l'argent et quand même faire de la croissance d'une autre manière, quoi. Hyper intéressant ce que tu as appris de tout ça quelque part. Parce que tu es au fond du trou, tu es au bout de ta life, et finalement ton business continue de tourner, malgré le fait que tu as un bad buzz, que, comme tu dis sur Insta, t'es banni et tu gères toute la journée. Quand tu dis qu'elle continue de tourner, est-ce qu'elle continue de générer autant de chiffre d'affaires? Qu'est-ce que tu appelles tourner quand tu dis ça continue de tourner? Eh bien, en fait, si je continue à générer... Alors, je fais moins de lancements de formation, mais j'arrive quand même à en faire, je crois, 2 dans le mois. Plus le lancement du cercle, et du coup, au final, je m'en sors à gagner le même... je fais le même chiffre d'affaires, quoi. Tu maintiens ton CA. Et tu disais que ton business dépendait beaucoup de ta présence sur les réseaux sociaux, de ton nombre de posts. Comment tu gères ça à ce moment-là? Eh bien là, ça, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, je suis persuadée que je vais plus pouvoir faire d'acquisition parce que j'ai plus Instagram. Mais du coup, à la place, je décide de poster toutes mes vidéos sur LinkedIn, ce que je faisais pas avant. Je me remets à poster sur TikTok, ce que j'avais un peu arrêté, sur YouTube, et je mets des CTA sur mon site internet. Des CTA? Des call to action pour rejoindre ma newsletter ou rejoindre ma conférence sur mon site internet. Et là, je découvre des trucs de dingue, que en fait, tous ces réseaux-là, ils arrivent à compenser très largement ce que j'avais sur Instagram. Et que ce que j'avais arrêté de faire, parce que sur Instagram, c'était tellement facile, il suffisait de pas grand-chose pour le répercuter sur tous les autres réseaux. Que finalement, LinkedIn, je voulais pas y foutre un pied parce que j'avais trop de bad buzz. Bon, j'y fous toujours pas un pied, mais n'empêche que mes vidéos, elles font énormément de vues. Elles n'ont pas un très gros engagement. Parce que je pense que les gens sur LinkedIn ont peur de liker mes trucs. Mais n'empêche, ça me rapporte vachement de gens à la newsletter, vachement de gens à mes conférences. Donc pour moi, c'est tout bénef. Pareil sur TikTok. Enfin, en gros, je me suis réapproprié des réseaux que j'avais laissé tomber parce que je me disais, rien n'est aussi efficace que Instagram. Ouais, mais en fait, être présente partout, ça me permet de compenser si jamais j'ai une galère sur un réseau. Et le jour où je retrouverai Instagram, bon bah voilà, je le reprendrai aussi. Mais en fait, le défaut d'Instagram, c'est que j'étais la vraie Caro sur Instagram. Je faisais des stories tous les jours. J'étais très connectée. Et je me sentais très vulnérable. Et quand ce truc-là est parti, en fait, j'ai pu considérer les réseaux uniquement comme un outil d'acquisition, comme peut être le mail. Je ne me considère pas être moi les mails que j'envoie. C'est un outil. Et ça m'a permis de me considérer ça comme ça. C'est trop intéressant ce que tu dis sur cette idée de « je ne suis pas mon business et je ne suis pas mes canaux d'acquisition ». Et donc toi, en l'occurrence, ça se manifeste sur les canaux d'acquisition et peut-être sur ton nombre de vues, mais je pense qu'on a toute tendance à mettre notre valeur sur notre chiffre d'affaires, sur notre nombre de vues, sur
Totalement. Notre nombre de clients, et peu importe sur quoi ça va se projeter, mais on va vraiment projeter notre valeur sur un élément extérieur parce qu'on n'arrive pas à se donner sa propre valeur. Donc quelque part, comme on n'arrive pas nous-mêmes à nous donner de la valeur, eh ben, on va se dire, bah tiens, ma valeur c'est mon chiffre d'affaires, ma valeur c'est mon nombre de vues, ma valeur c'est ça. Mais aussi parce qu'on oublie d'exister en dehors de ça. Moi, c'est vraiment ça. Hyper intéressant. Est-ce que tu peux développer cette idée? Eh ben, disons que ça me permettait de nourrir ces espèces de vues, de machin truc, ça me permettait de nourrir des trucs chez moi qui me faisaient me sentir exister. Quand je l'ai plus eu, bah, j'ai pu nourrir d'autres trucs. Typiquement, m'intéresser à ma grossesse, m'intéresser à mon couple, avoir envie de me rappeler en fait mes buts dans la vie. Typiquement, j'ai toujours rêvé de vivre à la mer et je l'ai jamais fait. Mais pourquoi je l'ai jamais fait alors que je suis pas obligée d'être à Paris? Et donc ça m'a permis de me concentrer sur d'autres trucs qui me rendaient heureuse, sur ma créativité, sur écrire des choses qui vont pas forcément être lues, qui ont rien à voir avec la crypto. Moi, j'adore écrire des histoires, genre des romans fantasy, quoi. Ça n'a rien à voir. Et du coup, pouvoir exister par d'autres aspects, parce que j'ai du temps, et ben ça m'a permis aussi tout ça aller dans un cercle vertueux, finalement. Et à ton avis, qu'est-ce qui t'empêchait de faire ça avant? En fait, la force des réseaux, d'être vu, d'être connu, d'être un peu encensé tout le temps, enfin de montrer toujours la belle version de toi, c'est trop puissant. Ah, c'était quoi le moteur qui te maintenait dans cette roue-là? Parce que... plus de vues, plus de gens qui me connaissent, plus d'avoir l'impression de réussir. Et en fait, quand tout marche, t'as pas de raison de chercher autre chose. Sauf que moi, quand les trucs se crachent, que mes réseaux ferment, que faut que je trouve d'autres solutions pour gagner de l'argent parce que j'ai trop peur et que je peux pas travailler ou quoi, forcément, je suis obligée de me rendre compte que j'existe même si ces trucs-là ne sont pas là. Et du coup, de trouver des choses qui me rendent heureuse au quotidien. Je pense qu'il y a un truc qui a dû être guéri à un moment donné. C'est-à-dire que je devais pouvoir me dire, il faut que je sois super visible, il faut que je prouve que je peux le faire, il faut que je prouve que je peux, je sais pas, être la meilleure, être célèbre, être machin, être truc, et qu'en fait, c'est quand même vraiment